En fait, la présence apparaît quand le reste disparaît. Benjamin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour un dernier épisode en forme de synthèse sur ce que représente l'essentiel du travail en souffle-voix. Cette approche qui a été développée, on l'a dit au premier épisode, par Serge Willefar, qui est décrite notamment dans son ouvrage « Le chant de l'être ». C'est une approche que toi tu as colorée avec ta propre expérience de pratiquant puis de praticien, en explorant d'autres horizons, on l'a vu tout au long des épisodes, comme l'hypnothérapie, l'hypnose, la transe, ou encore grâce à ta connaissance de l'approche alchimique et une lecture symboliste des récits mythologiques. Alors pour ce dernier épisode, je te propose de revenir rapidement sur le processus mis en œuvre par le souffle-voix pour en donner une vision globale, avant de conclure peut-être sur ce qui constitue l'essence de cette pratique initiatique, l'état de présence. Alors peut-être d'abord nous définir ce que c'est que l'état de présence. Oui, alors la présence, on peut le voir sous deux aspects. Le premier, c'est la présence à soi. Ça, je crois que c'est une expérience que tout le monde peut faire dans les stages souffle-voix. Et la deuxième chose, c'est la présence à la présence. C'est-à-dire que, et c'est là où ça devient plus malaisé de définir, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait la notion d'ambiance, qu'il y a quelque chose qui, on va dire, exudait de l'espace de la pièce quand quelqu'un était centré, quand quelqu'un se relâchait, quand quelqu'un s'abandonnait. Et autant il y a des choses qui sont proches de la présence individuelle, par exemple, quand on touche à la voix profonde de la personne, cette voix, elle est très personnelle et on pourrait dire qu'on ressent presque l'âme de la personne. Donc il y a cette présence à soi, cette présence à son corps. On peut dire que certains pourraient la voir en disant que c'est l'âme. Mais ça, c'est assez personnel. Mais il y a une autre forme de présence qui arrive. Oui, en tout cas, ça se manifeste par le son. Ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante, c'est que ce qui est du domaine de la présence, en fait, c'est assez malaisé à définir, surtout si on parle de la deuxième forme de présence qui est dans le silence. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui échappe. Mais ce qui est sûr, c'est que autant c'est pas forcément facilement définissable, autant il y a quelque chose de tangible qui se passe. Et ça, les choses tangibles qui se passent, on peut en parler. Mais peut-être ce qu'il est important de dire, c'est que dans le deuxième cas de la présence, qui est un espace en fait où les gens sont en plein dans une unité, il y a quelque chose qui capte, il y a une ambiance qui capte, on va peut-être pouvoir détailler comment ça se formalise dans l'espace, mais je crois que ce serait dangereux de vouloir y mettre quelque chose. Alors pour certains, c'est de l'énergie, pour certains, c'est juste une ambiance, pour d'autres, seraient tentés par exemple de mettre le mot esprit dessus. Mmh. Moi, je pense que c'est un petit peu dangereux parce que le mot esprit, notamment, il est connoté au niveau religieux. Il y a des choses qui se mettent dessus qui sont pas forcément adéquates. Je pense que justement, la spécificité de cette présence-là, c'est qu'on peut pas la saisir et qu'on peut pas l'enfermer dans une boîte. Donc voilà. Et en fait, c'est aussi, je crois que ce serait aussi une erreur d'y mettre quelque chose d'exceptionnel. Et d'y mettre par exemple le mot sacré, parce que après ça fait une espèce de dualité. Et je crois que cette forme de présence, en fait, fait partie de notre quotidien. Simplement, on n'est pas à l'écoute de ça. Ouais. Ça peut être par exemple un regard de quelqu'un. Ça peut être, on l'a évoqué,
dans les épisodes précédents, ça peut être la présence d'un bébé, ça peut être la présence de quelqu'un, ça peut être la présence dans la nature. Donc voilà, en fait, on le voit sous forme de comment ça réagit dans l'environnement. Mais c'est vrai que c'est mystérieux et que quand même, cette présence, la manière dont elle arrive, la manière dont on peut être présent à soi, c'est assez mystérieux, on ne le maîtrise pas, même pour soi. Parfois, on n'est pas forcément présent, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on est très présent, on ne s'en rend pas compte non plus. Il y a quand même un mécanisme de la présence qui est un peu indépendant de notre volonté. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et ça a trait au lâcher-prise. Ouais. C'est-à-dire que, on l'a beaucoup expliqué, mais il est peut-être intéressant de le rappeler, quand on a une nouvelle pratique, on essaie de bien la faire. On essaie de tout faire pour avoir une bonne voix. Et ce faisant, on essaie de comprendre les informations, les consignes données par l'enseignant. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, c'est au moment où on décomprend, qu'on ne comprend plus rien, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui lâche, et qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Et c'est à ces moments-là qu'on se laisse chanter. Il y a quelque chose qui chante. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est assez mystérieux comme processus. Effectivement, tu as dit le mot mystère, ça peut être intéressant aussi. Et en même temps, ça a un tel caractère d'évidence. On tombe dessus, personne ne s'y trompe. Quand c'est là, ça interpelle. c'est là. Quand c'est là, c'est là. Ça capte. C'est ça. C'est un peu ce que je disais dans un autre épisode. C'est la présence, c'est quelque chose d'insaisissable, mais on peut se laisser saisir. Ouais. Et ça donne l'impression que ça passe par la matière. C'est-à-dire que la matière, elle devient comme habitée. C'est comme s'il y avait un éclat derrière la matière. Parfois, quand on est dans notre pratique, on a une relation avec notre corps qui est pas évidente. On traverse des choses qui sont difficiles. Le corps, il est dur. Quand on regarde quelqu'un chanter, on sent parfois que c'est pareil, il y a quelque chose de fermé. Dans la voix aussi, il y a une dureté. Et c'est comme si, dans la matière, il y avait une forme de mur. Et quand ça prend, quand quelque chose advient, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui frappait derrière le mur, quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait un lien avec quelque chose d'invisible. Et puis, quelque part, ce serait presque pas un mur, la matière, mais ce serait presque une porte. Voilà. Mais, et à ce moment-là, moi, je trouve que, alors, si on enlève les connotations spirituelles, religieuses, tout ça, etc., mais pour reprendre aussi le titre de ton podcast, qui est l'esprit du corps, hein, en fait, il n'y a pas de dissociation dans cette expérience-là entre corps et esprit. C'est vraiment comme si le corps, c'était plus seulement de la matière, c'était même pas seulement vivant, parce que le vivant, on sait ce que c'est, mais c'est comme si il y avait quelque chose de particulier qui passe d'un peu plus profond. Et l'esprit et le corps, ça devient une seule et même chose. Alors, par exemple, en hypnothérapie, eux, ils font pas de différence entre le corps et l'esprit. C'est pour ça que François Roustan disait le psychisme n'existe pas, tout se passe au niveau du corps. Mais en fait, c'est le corps, c'est de l'esprit, c'est pareil. Et je crois que dans d'autres compréhensions, il y a il n'y a plus cette dualité entre corps et esprit. En fait, c'est la seule et même chose. Par exemple, dans la médecine amérindienne, on parle de spiritualiser le corps ou de corporaliser l'esprit. Ouais, bien sûr. Ça revient à la même chose. Et ça, on est très loin de beaucoup de religions qui tendent à aller vers quelque chose qui, au-delà de la matière, justement, on est quelque chose qui est dans le présent. On est parfaitement disponible ici et on est bien avec ce qui est là. Alors, juste le fait d'être bien, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de mettre d'autres connotations derrière. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une dimension qui peut porter vers la poésie, vers d'autres choses. Par rapport à cette approche entre le corps et l'esprit, donc tu parlais de François Roustan, il définit la perceptude. Je me permets de dire
la manière dont il le définit, c'est une expérience perceptive globale, non segmentée et hiérarchisée, qui permet de replacer la personne au centre de son corps redevenu vivant. Tu veux commenter ? Oui, non segmenté, c'est très juste, parce qu'en fait, c'est une autre manière de dire qu'on est dans l'unité. Et puis hiérarchisé, c'est vrai aussi, moi je l'entends dans le sens où chaque chose, finalement, est à sa place. Et c'est là où les choses revêtent caractère d'évidence, finalement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soit en éinothérapie, ou en soufflet-voix, ou en éinophonie à plus forte raison, mais que ce soit pareil, c'est pareil en fait dans la vie quotidienne, c'est que la présence, on ressent cette présence-là, on ressent cette présence à soi, ou cette présence tierce, quand arrive ce phénomène de perceptude. C'est-à-dire, on est dans une perception effectivement globale, où on est avec tout, et on est bien avec tout, en fait. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de dualité. Il peut y avoir une tension, mais c'est une tension juste. C'est quelque chose qui s'intègre dans l'atmosphère. Une tension à quel niveau ? Parce que du coup, ce qu'on entend dans cette présence, c'est plutôt une dilution dans le tout. Donc, où serait la tension ? Dilution dans le tout, c'est pas si sûr que ça. Parce qu'en fait, on peut être aussi assez centré sur soi en même temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même une hiérarchie dans la dilution. Je suis pas sûr qu'il y ait une hiérarchie. On est bien quand même ici dans le présent. Il y a quand même bien des objets distincts. Mais ils sont pas forcément séparés. Et si on était dans une dilution, enfin, dissolution, je suis pas sûr que ça corresponde exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le présent de la matière. Donc il n'y a pas de dissolution. Pour toi, la présence, ça ne va pas jusqu'à une dissolution. Non, dans le tout. Peut-être ce qui peut se rapprocher du phénomène de dissolution dont tu parles, à ce moment-là, c'est qu'il y a un profond relâchement. Ouais. Il y a quelque chose qui, au départ, on est très centré, un peu compressé, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'étale, qui s'étire, qui se diffuse. C'est plutôt une dissolution du mental, peut-être, ou une dissolution, enfin, en tout cas, un relâchement vraiment de ce personnage dont tu nous as parlé dans les épisodes précédents. Oui, et même du corps. Mais même du corps, on le ressent physiquement. Et d'ailleurs, c'est parce que on est détendu dans son corps qu'on se sent aussi bien à ce moment-là. Mais pour revenir à ce phénomène de tension, il peut y avoir une tension qui est juste. Et là, je reprends l'image du soufflet-voix. Quand on émet une note, c'est comme quand on tend une corde d'un instrument, il faut bien que la corde soit tendue d'une certaine manière, sinon il n'y a pas de son. Ouais. Mais c'est l'excès de tension qui pose problème, c'est pas la tension en soi. Voilà. Et là, on peut déboucher, on peut arriver vers des choses qui sont peut-être un peu plus tangibles pour essayer de se représenter cet insaisissable. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc dans le souffle-voix, tu l'écoutes dans la voix, la présence, c'est ça qui te guide ? Oui. Oui, effectivement. Tu sens qu'il y a un son qui est habité de manière différente et tu sens que c'est un son qui capte. Donc ça, c'est des phénomènes tangibles. Pourquoi ? Parce que ça capte l'ensemble de la pièce. Tu vois qu'à ce moment-là, les gens, l'attention qui était défocalisée se refocalise vers le centre du tapis, là où le pratiquant émet ces sons-là. Donc ça, c'est un critère quand même qui est tangible. Ça se recentre de l'endroit où c'est émis. Ok ? Il y a une redensification. Je suis très préoccupée par cette notion de densification et de densité. Oui. Mais parce que c'est comme ça que je le ressens, moi, dans mon expérience. Oui. Il y a une redensification du corps. Et donc, la voix se transforme. Enfin, en tout cas, tu entends dans la voix que la présence est là,
parce qu'il y a une couleur différente, est-ce que le corps se transforme aussi? Est-ce que la densité du corps se transforme? Oui, c'est-à-dire que je pense que ce que tu ressens dans la pratique, quand tu parles de densification, c'est en lien avec le phénomène de centrage. Et effectivement, dans un premier temps, le premier temps du soufflet-voix, ça consiste à permettre aux pratiquants de se recentrer sur leur corps. Bon, on peut dire plus concrètement que c'est le centre vital au niveau du hara, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ce phénomène-là, c'est-à-dire ce phénomène d'intériorisation, ce phénomène où on arrête d'être branché sur l'extérieur, on arrête d'être focalisé sur les consignes que dit l'enseignant, on se recentre en soi. C'est pas simplement une question de se recentrer dans le hara, c'est une question de... On revient dans sa bulle, comme si le monde extérieur n'existait pas. Donc ça, c'est ce qui se passe chez le pratiquant. Et à ce moment-là, ça, c'est un recentrage qui capte l'attention des autres. Alors, c'est assez paradoxal. Oui. Parce qu'on pourrait croire que c'est quand on sort de soi qu'on peut capter l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mouvement. Or, c'est l'inverse. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est quand tu reviens à l'intérieur que l'extérieur est capté et attiré. Oui. En tout cas, il y a ce phénomène-là qui existe. Oui. Qu'il y en ait d'autres contradictoires, c'est possible. Mais ça, ce que tu décris là, on le voit en soufflet-voix. Et d'ailleurs, c'est super intéressant dans le cadre de la voix parlée. Dans la voix chantée aussi, mais dans la voix parlée, déjà la différence entre la voix du personnage et la voix de la personne, là, elle saute carrément aux oreilles. Parce que l'habitude, c'est le personnage qui s'exprime avec ses tensions, avec sa sonorité, et puis là, tout d'un coup, il passe sur une autre fréquence. Et entendre quelqu'un manier des mots, manier des concepts, mais souvent, ce qui arrive, c'est plutôt une parole qui a trait à l'authenticité de la personne, avec un grain de voix qui soit complètement différent. Quand on a entendu la personne avant, c'est quand même assez saisissant. Hein, donc, on retrouve ce côté là, on est saisi. Et là où je voulais en venir, c'est que dans l'exercice sur la voix parlée, parce qu'il arrive dans certains stages qu'on travaille sur la voix parlée, donc soit on donne un support, un livre, aux pratiquants pour qu'ils puissent s'abstraire de savoir quoi dire, soit ils se laissent dire ce qui vient. Et pourquoi on prend un support? C'est parce que quand on se recentre et qu'on se laisse faire, on tombe dans l'inconnu, il n'y a plus de mental et on ne sait plus quoi dire, généralement. Donc c'est pour ça que le support a tendance à faciliter cet aspect-là. Et en même temps, il peut être piégeux, parce que ça peut devenir un exercice de lecture qui renvoie à l'école, où les gens essaient de bien lire, et donc ils essaient de comprendre en même temps. Donc c'est pas si facilitant que ça, support, ça dépend. Quoi qu'il en soit, quand une personne, qu'elle lise ou qu'elle laisse advenir les mots qui arrivent de son intériorité, en fait, se recentrer, ça lui est tellement inhabituel que ça lui demande une telle attention qu'elle a l'impression de faire énormément d'efforts. Se recentrer au début, c'est tellement inhabituel que ça coûte en énergie. Et au contraire de cette sensation du pratiquant à l'intérieur où ça coûte beaucoup d'énergie, les autres à l'extérieur, ils sont captés. Ça leur coûte rien du tout. Ils sont en état d'attente et ils sont bien dans cette suspension. Alors ça, c'est assez intéressant à vivre parce que finalement, quand on est dedans, ça coûte beaucoup. On pourrait se dire que la salle, l'ambiance dans la pièce, les gens vont voir notre dépense d'énergie, que c'est très coûteux, qu'il y a presque un caractère pénible, c'est peut-être fort, mais quand même, c'est pas facile.
Et c'est pas du tout le ressenti à l'extérieur. À l'extérieur, c'est une évidence. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est les phénomènes qui se passent en souffle-et-voix, dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, effectivement, au départ, ça coûte beaucoup d'efforts, parce que le centrage demande beaucoup d'efforts, et il se peut qu'à un moment donné, il y ait du centrage et en même temps du relâchement. Ouais. Donc voilà. Mais les phénomènes, ils sont complexes à expliquer. Mais souvent, au début, le pratiquant, il a vraiment l'impression d'en baver, lui. Alors que on est en plein dedans. On a parlé de la voix, du coup, qui nous permet de témoigner si la présence est là ou pas. Quel est le rôle du souffle, de la respiration et du souffle dans cet état de présence ? Alors, le souffle du pratiquant, il est essentiel. C'est par le souffle et ses suspensions que cette présence advient, des apnées, effectivement. Et quand tu l'as dit, ça m'a aussi fait venir autre chose, c'est que le souffle, finalement, ça pourrait être aussi un autre terme qu'on emploie à la place de présence, à la place de l'esprit, tout ça, etc. Il y a un son, il y a un silence et il y a un souffle derrière. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ça dépend sur quel terrain on se situe. Mais cette notion de souffle, pour décrire la présence, oui, c'est juste aussi. Et en même temps, c'est aussi autre chose que l'échange de volume gazeux. Même si ça peut être une présence au phénomène respiratoire. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est peut-être dans les exercices sur la voix parlée, on a dit que ça avait caractère d'évidence, que ça s'entendait dans le son, que la voix de la personne advenait. Mais quand il y a toute une phase où les gens, justement, ils essaient de placer leur souffle. Ils se recentrent, ils sont dans leur corps, et en fait, ils observent comment ça se passe dans leur corps. C'est ça qui est coûteux en énergie. Au départ, c'est d'observer, parce qu'on n'a pas l'habitude. Observer et recentrer. Et en fait, il y a des moments où la personne, elle est tellement dedans qu'il se peut qu'elle mette du temps à vocaliser. Donc, il y a un temps assez important de silence. Et là, en fait, si la personne est dedans, présente à son souffle, présente à son corps, il va y avoir une ambiance dans le silence qui est là. Et c'est-à-dire qu'il y a une capacité à être présent dans les phénomènes d'inspiration, dans les phénomènes de suspension, en dehors même de l'émission vocale. Et il se peut que si à un moment donné, au moment d'émettre le son, elle lâche cette présence, la personne parle et l'ambiance retombe comme un soufflet dans la pièce. Et ça, c'est intéressant parce que en matière d'accompagnement, quelqu'un qui donne sa voix, en fait, c'est ça qui fait qu'il est inaudible. C'est qu'en fait, il n'est pas dans sa présence. Et puis, il y a le phénomène inverse qui peut se passer. Il y a des personnes qui sont très présentes, qui arrivent à être présents à l'intérieur quand ils sont dans leur voix. Et juste le silence d'après, il y a effectivement une ambiance qui est là, mais ça peut être piégeux parce que c'est juste la trace du silence derrière le son. Et si certaines personnes, elles mettent un certain temps à réinspirer derrière, et bien là, on constate que dans le silence, l'ambiance est retombée comme un soufflet. Ok ? Et donc, le soufflet-voix, c'est ça, finalement. C'est pouvoir être présent dans son intériorité tout le temps, que ce soit dans les phases de son, de vocalisation, mais être présent dans son corps et dans son souffle, y compris quand je recherche et qu'il n'y a pas des missions à faire. Donc, c'est super intéressant. La présence, parce que tu as dit beaucoup de choses, la présence transforme l'ambiance. Oui. Quand même, ça, c'est fondamental. Ça veut dire... Oui. C'est quand même incroyable. Enfin, la présence d'une personne transforme l'ambiance. Oui, tout à fait. Oui.
ça veut dire... on repart effectivement sur cette notion de perceptude où finalement c'est une approche globale. Et disons que ça, les frontières du corps et de ce que l'on est profondément, on voit que c'est en train de que tout est plus poreux que peut-être ce qu'on pourrait penser. Il y a une hiérarchie, mais c'est pas segmenté. Voilà, exactement ça, comme le dit François Roustan. Exactement. Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à... Parce que là, on était dans les fêtes, donc il y avait des moments de famille. Et puis, pour te montrer à quel point ça peut être dans l'ordinaire, on était 4 à jouer à un jeu de manière plutôt tranquille et joyeuse. Les gens sont concentrés, mais de manière légère, quoi, tu vois. Et puis, je me suis dit, je vais renforcer mon centrage. Et donc, je me suis mis à me centrer. Et ça s'est transmis dans le jeu. Et je me dis, je vais voir si ça perdure. Si le fait juste de mon centrage, est-ce que ce centrage va être coupé par un événement ou pas? Tu vois? Ouais. Et en fait, non. Ça a perduré pendant des longues minutes. Et puis, à un moment donné, quand même, j'essaie en bon praticien souffle-voix, j'essaie de glisser ma voix dans cette nouvelle ambiance, un peu plus profonde, tu vois, un peu plus concentrée, plus, quelque part, un peu méditatif, tu vois. Et je leur dis, vous avez senti comme l'ambiance, elle a changé depuis quelques minutes dans la pièce? Et ils m'ont tous dit oui. Oui, bien sûr. Donc, c'est incroyable. Donc, la présence transforme l'ambiance, ça, on vient de le dire. La présence, elle est discontinue. On voit, je veux dire, dans ça, je veux dire la difficulté à la saisir, c'est-à-dire le côté insaisissable, bien sûr, mais aussi discontinue. Elle peut être là dans le son et ne plus être là dans le silence d'après. Inversement, elle peut être dans le silence et plus dans la voix, donc c'est discontinu. Et donc, voilà. Oui, alors, c'est vrai que comme je l'ai dit, on entend ça. En réalité, je pense que c'est plutôt nous qui sommes discontinus à la présence. Mais donc tu dissocies vraiment nous et la présence. C'est autre chose que nous. Non, parce que quand on est dedans, il y a le nous aussi. C'est super intéressant parce que je crois fondamentalement que cette présence, elle est toujours là, mais qu'elle apparaît plus ou moins. Parfois, elle est complètement dans l'invisible parce que nous, on est discontinus à cette présence. Et je crois que, en tout cas, dans les phénomènes que je ressens, et j'essaie de l'appliquer de temps à autre à mon quotidien, c'est lié à la perceptude et c'est lié à une question de perception et d'écoute. C'est-à-dire que, et ça, c'est des choses que tu vois, par exemple, en hypnothérapie, parce que tu mets quelqu'un sous hypnose. Et puis, donc il y a une ambiance, tu vois, dans la salle, puis un bruit extérieur. Ça peut être un oiseau, mais ça peut être un bruit de moteur. Ça m'est même arrivé en séance, une foule qui fait la grève, qui manifeste, qui passe à côté du sous-sol où vous êtes quand vous êtes en train de faire une hypnose à quelqu'un. Et c'est absolument dingue, parce que ce son phénoménal, qui est quand même... ça peut être perturbant. Le bruit d'un moteur, c'est pas non plus agréable. Tout d'un coup, ça s'intègre. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être dans le banal le plus total. Ça s'intègre, tu veux dire quoi? C'est comme si cette foule, elle devait passer à ce moment-là, et elle fait partie de la musique de fond. D'accord. C'est pas quelque chose qui vient perturber. Tu vois, et c'est là, ça, c'est des phénomènes qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que comme il y a la présence de la personne, le corps, l'être s'adapte à son environnement. Comme nous sommes continus, comme nous sommes continuité, nous avons accès à la présence. Ouais. Mais par exemple... parce qu'en plus, j'ai dit un peu une inexactitude, parce que sur les 4 du jeu, il y en a un qui ne l'avait pas senti. donc lui, il était en discontinuité. Donc c'est vraiment une question d'être continu en nous. C'est vraiment une question de recevoir.
C'est vraiment une question de percevoir. Donc ça demande de sortir du faire. Ça demande une disponibilité. Ça demande une adhésion à ce qui est en train de se passer. Mmh. Oui, parce que quand tu parles de recentrage, tu disais tout à l'heure, j'essayais d'être dans la présence, donc je me recentre. Tu disais ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'on pourrait penser que c'est une question de volonté. Oui, là je l'ai fait volontairement. Je l'ai fait volontairement pour en faire l'expérience, pour voir quel impact ça avait sur mon environnement. Et avec le temps, forcément, tu as développé une technique, mais pas seulement parce que la technique ne marche jamais en réalité. Ce qui marche, c'est que tu as développé une forme de plasticité. Et qu'il suffit que, par un petit truc technique, finalement, tu deviennes plastique à ça, à cette présence. Et c'est pour ça que ça arrive. C'est pas tellement la technique, en fait. C'est que ton corps, ton esprit, de plus en plus, tu deviens plastique, souple à cette manifestation, à ces manifestations de la présence. Ce qu'on pourrait penser aussi, donc ça mais des fois, le fait de vouloir fait qu'on se fixe le truc. Non, mais... Là, j'ai été suffisamment détendu pour que ça advienne. Ouais. Parce que la question du recentrage, c'est peut-être ça aussi qu'il faut définir. Parce qu'on pourrait penser que le recentrage, c'est vraiment une action volontaire de retour sur soi. Pas volontaire. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je disais adhérer à. Voilà. Alors que la question de la présence et de faire advenir la présence, c'est pas une question de concentration, ni de volonté, ni de retour sur soi, finalement, au sens du moi, mais c'est une capacité à se brancher avec l'ambiance du lieu et de l'instant. Oui. Est-ce que c'est ça ? Alors oui, et c'est presque plus précis que ça, c'est adhérer à ce qui est, donc y compris et surtout aux excès de tension qui sont présents. Parce que là, je me suis dit, je me suis recentré sur moi. Et cette ambiance est advenue. Mais ce qui bloque souvent, et qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est que les gens, ils veulent y aller, au lieu d'être à l'écoute de là où ils en sont. Et quand on est à l'écoute de là où on en est, en fait, c'est là que ça advient. Il faut partir de là où on est. C'est pour ça que François Roustan, par rapport à la narration du personnage qui voudrait sortir de son mal-être, tout ça, etc., il disait, mais c'est bon, on arrête la discussion. Vous allez mal, laissez monter le fait que vous vous sentez comme ceci, point final. Il remettait juste les gens dans le présent. Et le fait que les gens venaient le voir parce que il lui faisait confiance. Donc, ça a été un peu curieux quand même pour beaucoup de gens de se dire, laissez-vous faire par le fait que vous allez mal. Laissez monter la sensation de mal-être, puisque c'est ça qui est là. Mais dans la confiance au tiers, il y a une adhésion qui est possible. Et le dispositif souffle-voix, comme le dispositif d'hypnothérapie, c'est que ça marche parce que les gens, ils font confiance au tiers. À un moment donné, il faut pouvoir le faire à l'extérieur, plus ou moins seul. Il y a des moments où ce sera possible, il y a des moments où ce ne sera pas possible. Parce que des fois, c'est trop dur. Donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est une écoute, effectivement, et une adhésion. Donc, ça, ces deux termes sont très importants. Oui. À ce qui est là, à ses propres tensions, mais aussi à l'ambiance du moment, au lieu et à l'instant, l'espace-temps, en fait. Et à danser dans ces moments-là où la présence advient, finalement, le moi devient beaucoup moins important. Il est à sa juste place. Il n'est pas forcément... Il ne prend pas toute la place. Justement. Il ne prend pas toute la place. On peut avoir parfaitement conscience de son personnage. Mais à l'intérieur, on en est détaché. Et ça, c'est intéressant de faire cette expérience-là, parce que, notamment en termes de mal-être, quand on est dans une situation où on ne va pas bien. Et par exemple, on estime qu'on doit faire un choix.
qu'on doit pouvoir avancer. Mais en même temps, si on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas. Il y a d'autres choses qui nous retiennent. Voilà, des fois, on peut être tendu entre deux choix, en fait. Bon, ça, ces tensions-là, ce sont les tensions du personnage. La personne, à l'intérieur, souvent, elle n'en a rien à fiche, que ce soit tel ou tel choix. C'est presque étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un détachement, il y a une confiance, il y a une ouverture au champ des possibles qui fait qu'à ce moment-là, il peut arriver que on choisisse de se laisser faire. On choisisse précisément, d'entre guillemets, de ne pas choisir. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que des fois le non-choix, il n'y a pas de choix parce qu'il y a une tension, hein, c'est bien d'accord. Mais quand le personnage devient égal, en fait, devant tout, en fait, il ouvre le champ des possibles. Et là, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui peut se faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle un mot très galvaudé, mais c'est ce qui résulte, finalement, du lâcher-prise. C'est, allez, je vais aller là. Bon, bah, tant pis. Ok, j'essaie une dernière fois, mais si ça ne marche pas, je laisse tomber. Et puis là... C'est dans cet abandon. Bah, souvent, le truc, il arrive. Puis si ça n'arrive pas, peu importe. C'est un autre chemin. Donc voilà. Oui, le lâcher-prise peut aussi aboutir, ça dépend les dispositions dans lesquelles on est, mais peut aboutir à l'idée d'un échec. C'est-à-dire, ça n'arrive pas, bon, bah, je lâche, j'abandonne, et c'est vécu comme un échec. Alors que là, pas forcément. Voilà, si on est dans du lâcher-prise et de la présence... Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc le souffle-voix, finalement, si on doit résumer un petit peu les choses, l'essentiel de ça, c'est cette notion de présence, de perceptude. Finalement, c'est le point de départ du travail, souffle-voix. On commence dans le corps par du recentrage, en cherchant cette présence à soi. Et c'est aussi, donc c'est un point de départ, mais c'est aussi toute la recherche initiatique, finalement, que propose le souffle-voix pendant toute la durée du travail. C'est de vivre dans cet état de présence et de perceptude. Voilà. Alors, oui, en tout cas, on a vu, au cours de ces épisodes, on a vu plusieurs manières de comprendre le souffle-voix. On voyait aussi l'image du parangon, que ça pouvait tendre vers quelque chose, un centre, une verticalité, ce qui existe d'ailleurs, du reste, dans beaucoup de pratiques. Mais je crois que en tout cas, le fondement pour moi du souffle-voix, c'est refaire cette expérience de renaître à l'essentiel. Et dans le mot essentiel, il y a l'essence. Oui, bien sûr. Alors, dans la langue des oiseaux, on dirait qu'il y a le ciel aussi. Ouais. Enfin bon, peu importe. Et cette renaissance à l'essentiel, en fait, elle se fait par la capacité à advenir au présent. Donc ça peut être par le corps, ça peut être par les émotions, ça peut être par plein de choses en réalité. Mais je crois que c'est ça. Le souffle-voix pour moi, c'est renaître à l'essentiel. Et au final, quand on est là-dedans, on n'a pas grand-chose à faire d'avoir une voix bien construite, ni même de recueillir les fruits plus tard d'un stage, même si on sait qu'il peut y avoir des transformations, mais des fois, elles ne sont pas toujours évidentes non plus. On n'est plus dans l'optique de faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Il y a juste revenir comme un espèce de point zéro. Et comme on le dit parfois en hypnose, par exemple, c'est faire un reset. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement pauvre de dire ça. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe qui est quand même qui fait qu'on peut en profiter, qu'on peut le goûter. Voilà, c'est quand on parlait de la sobre ivresse de l'esprit, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se goûte. Faire un reset, je vois pas en quoi. En tout cas, l'expression est pas très. Voilà, on repart à zéro pour mieux repartir. Non, ça c'est du délire pour moi. C'est juste goûter. Et ça, puisqu'on est en souffle-voix et
Et donc, on est dans une dimension quand même de chant à un moment donné. Ça se goûte d'autant mieux quand le corps devient chanté. Le corps est chanté. Il y a quand même un état de bien-être chez les pratiquants en souffle-voix quand on arrive à atteindre cet état de présence et cet endroit en soi d'ouverture et en même temps d'immobilité qui fait que le corps se met à chanter. On a vraiment cette sensation de ne plus chanter soi-même, mais que le corps se met à chanter. Oui, et l'expression, c'est ça qui est extraordinaire en souffle et voix, c'est que cette manière de se laisser chanter et d'être présent et de goûter, il se fait dans plein de modalités différentes. Alors, le silence, il a plein de modalités différentes aussi. Mais le son, par exemple, des fois, ça peut être extrêmement simple. Mais des fois, ça peut être flamboyant. Et des fois, c'est très feu et très présent. Et il y a cette présence, elle est là, elle a caractère d'évidence. C'est pas forcément quelque chose de parfaitement paisible. Mais il y a cette présence animale, par exemple. Voilà. Et puis, avec le chant spontané, ça arrive de plus en plus. En ce moment, moi, ça me fait... Des fois, on part dans des transes qui sont très... Ce que tu appellerais la dissolution ou la dilution. Moi, j'appelle ça des transes limite neptuniennes. Tu vois, où des fois aussi, tu as vraiment l'impression que... y a une sirène qui chante, quoi. Alors là, du coup... Donc là aussi, on est présent aussi à ça. C'est ça qui est riche en souffle et voix. C'est de finalement retrouver cette présence sous des modalités et sous des décors différents. Et pour moi, je le vois presque comme une rééducation au vivant. De sentir que cette présence, elle peut être présente dans plein de modalités possibles, y compris dans un son extrêmement tendu. Évidemment, quand ça se relâche. Et donc, y compris dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans la banalité du quotidien. Oui, parce qu'en plus, dans l'ordinaire, il y a plein de tensions dans le monde qui nous entoure. Donc, ça, c'est sûr. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très riche. Ça remet vraiment la présence au cœur presque du phénomène du vivant. Oui, c'est ça. Dire. Une rééducation au vivant, c'est une très belle formule, je trouve, qui résume vraiment. Mais c'est ça qui est un peu insaisissable. Les gens sont plus ou moins ouverts à le saisir. Je pense qu'il faut quand même passer par ces disciplines corporelles, parce que le corps, il est fermé, il est tendu. Et moi, je vois, c'est-à-dire que des gens qui arrivent, qui sont tendus, n'écoutent pas ce que tu leur dis. Pourtant, ils font la consigne. Ils l'interprètent, mais ils n'écoutent pas. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas ce qu'il y a derrière la consigne. Ça, c'est une notion que je prends pour essayer de faire comprendre ce que c'est la présence derrière le décor. Parce que finalement, on arrive à la saisir qu'à travers de la matière. Mais la matière, elle vibre à un moment d'une autre manière. Et en musique, on a la notion d'accord. Les accords, c'est quand tu superposes des notes les unes sur les autres, comme par exemple quand tu joues de la guitare ou du clavier. Et puis, voilà, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Ça s'écrit de manière verticale sur des portées musicales. C'est pour que les non-musiciens se représentent. Voilà. Mais il y a une autre manière de faire de la polyphonie. La polyphonie, c'est quand il y a plusieurs voix. C'est qu'au lieu de superposer des accords, comme ça, de manière verticale, on superpose des mélodies différentes. Et les mélodies, c'est la dimension horizontale dans une partition. Et souvent, ce qu'on entend le plus souvent dans la musique, c'est il y a une mélodie et puis il y a une harmonie qui accompagne. Puis parfois, il y a ce qu'on appelle un petit contre-chant. C'est-à-dire il y a une deuxième petite mélodie qui superpose. Et ça peut se développer, si bien que, par exemple, on peut avoir carrément des mélodies qui ne sont pas seulement des contre-chants, mais qui sont 2, 3, 4, 5 mélodies qui se superposent. Donc, dans ce cas-là, c'est des horizontalités qui se superposent, évidemment, qui se rencontrent de manière verticale. Bien sûr. Et on appelle ça en musique le contrepoint. OK ? Donc, en musique, pour qu'il y ait un contrepoint, il faut au moins qu'il y ait deux voix. Sinon, on appelle ça de la monodie.
Il n'y a pas de la polyphonie, mais de la monodie. C'est bien, on a un cours de musique. Il y a un cours de musique en même temps. C'est super. Voilà. Eh bien, en fait, quand quelqu'un se manifeste avec sa voix et la présence passe, donc il n'y a qu'une seule voix. Imaginons que je mets le clavier de côté. Ou imaginons qu'elle parle. Mm-hmm. Okay, il n'y a qu'une seule voix. Il y a une monodie, musicalement parlant. Eh bien, on a quand même l'impression qu'il y a un contrepoint avec une présence invisible. C'est ça la sensation qu'on a. Mm. C'est-à-dire que derrière la matière, il y a quelque chose qui frappe. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, le son, il y a une présence derrière le son. Donc, on peut, des fois, qu'on sent très personnel. C'est là où on dit, ah tiens, il y a une âme. Et puis, des fois, il y a, derrière le silence, parce qu'il n'y a jamais du silence total, il y a aussi cette espèce de contrepoint un peu invisible qu'on pourrait appeler l'esprit. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, la voix, le son, c'est l'âme, et puis le silence, c'est l'esprit. Pourquoi pas ? C'est une manière de voir les choses. C'est pas le même niveau, c'est pas la même couleur, c'est pas la même caractéristique, mais ça relève de la présence. Peut-être pour finir, en préparant cet entretien, tu m'as parlé d'une notion qui me paraissait intéressante. C'est, à un moment donné, tu m'as dit tout disparaît. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce processus Oui, c'est-à-dire que, en fait, la présence apparaît quand le reste disparaît. Quand le superflu, on va dire, disparaît. Puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des corps, il y a une hiérarchie, c'est pas segmenté, comme le dit François Roustan. Il y a des corps, il y a, voilà, il y a des individualités qui demeurent. Mais il y a quelque chose il y a une couche qui a disparu. Et ça... Une couche de séparation. Certainement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et c'est-à-dire que plus on disparaît, moins on est, plus autre chose, cette présence apparaît. Bien sûr. Voilà. Et c'est là où on n'est pas du tout dans le développement personnel. C'est là où on n'est pas du tout dans l'idée d'être plus, mais on est dans l'idée d'être moins pour que quelque chose apparaisse. Mais être moins, ça renvoie aussi à mourir à certaines choses. Ça peut être mourir à ses désirs. Ça peut être mourir à une souffrance. C'est mourir à plein de choses. Disparaître, c'est mourir. Bien sûr. Okay ? Donc il y a quelque chose qui meurt, pas totalement, sinon on ne serait pas témoin pour le vivre. Et il y a quelque chose qui apparaît. Et ça, c'est ce phénomène de perceptude. Hein, on voit qu'il y a une ambiance qui arrive, tout ça, etc. Mais dans le cœur du stage, ce processus, il s'amplifie. Ouais. Et moi, je vois la dynamique du stage et du cercle comme presque une poétique de la disparition. Ou de l'apparition. Ça dépend dans quel sens on se place. Par exemple, on peut se situer sur plusieurs plans. Quand un pratiquant arrive sur le tapis et un praticien lui dit des consignes, quelqu'un d'extérieur peut percevoir que les consignes interprétées, élaborées par le pratiquant, ont un effet objectif sur le corps, le son, tout ça, etc. À ce moment-là, la personne qui est extérieure au cercle se dit « c'est un cours magistral ». Moi, j'appelle ça le plan magistral ou le plan frontal. C'est ce qu'on retrouve souvent en éducation, mais pas toujours, parce que maintenant, il y a quand même d'autres pédagogies, mais le cours magistral. Un enseignant qui sait remplit des enseignés qui sont vides, des élèves qui sont vides. Voilà. C'est le plan frontal. Voilà. Il y a plein de domaines où ça fonctionne comme ça. Hein. Surtout en France. On avait une pédagogie qui était peut-être. C'est un autre sujet. Mais ayant été enseignant français, je peux dire que c'est pas toujours le cas non plus. Heureusement, il y a des enseignants qui sont différents. Puis ça dépend de plein de choses. Mais c'est un autre sujet. Et ça, c'est un plan qui existe. Il y a effectivement des consignes qui ont un réel impact. Voilà. Mais il y a une autre manière de voir la pédagogie.
C'est quand, par exemple, dans une salle, l'enseignant commence à se mettre en retrait, à se mettre de côté, pour faire travailler les élèves entre eux. Donc, première disparition, première apparition d'une individualité. Ce faisant comment ? Non plus par une transmission verticale, mais par une mise en relation entre deux élèves où ça circule de l'un à l'autre. OK ? Donc, c'est le plan, on va dire, pédagogique, secondaire, ce serait pauvre de dire ça, mais c'est un plan de mise en relation. Et pour moi, le plan thérapeutique, il se situe là. Le plan thérapeutique efficace. Alors, comment ça se décline dans le souffle et voix, qui, je le rappelle, n'est pas une thérapie, mais c'est le même principe. C'est que la personne qui est au centre, on va la mettre en relation avec elle-même. On va la mettre en relation avec son corps. C'est-à-dire qu'on va lui permettre de pouvoir établir une communication directe avec son intériorité. La remise dans le ventre, dans l'intérieur de la terre, hein, dont on avait parlé au préalable. Et donc là, déjà, on est sur un plan plus profond. Une première disparition, une première apparition. D'extérieur, la personne qui regarderait cette classe travailler verrait effectivement des individualités qui se ont en relation et qui travaillent les unes avec les autres. Et puis, alors, on pourrait, ce schéma-là, on pourrait le développer davantage, mais on va en mettre simplement un troisième pour être plus explicite. Et ça arrive souvent en fin de stage, ou ça arrive à des moments particuliers. Il y a un moment donné où les élèves disparaissent aussi. C'est-à-dire tout le monde est dans un champ, dans un espace, dans un champ C-H-A-M-P. Tout le monde est dans le champ. On est tous dans le même champ. Alors, sur Souffle-et-Voix, on est tous dans le même champ. Des fois, c'est C-H-A-N-T, parce qu'on est tellement captés. Mais voilà, il faut bien comprendre cette notion d'espace. Il n'y a plus d'individualité, où en fait, elle commence à disparaître. Ouais. Et il y a ce champ qui apparaît. Voilà, cet espace qui apparaît, cette présence qui apparaît. Et, une unité. Voilà, et ça, c'est le processus qu'on voit très très bien. Ouais. Alors, ça peut arriver, évidemment, sur une séance individuelle, hein, quand les gens accompagnent en inothérapie, ça arrive. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça arrive en groupe. Et dans ce moment-là, où, effectivement, tu disais, comment dire, la séparation se rétracte, la croûte entre nous a tendance à se rétracter. Il y a une mise en lien. Ouais. En fait, tout est en lien. Il n'y a pas de séparation. On retrouve, encore une fois, non segmenté, bien sûr, hiérarchisé. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se situe à un autre niveau que juste parler, la parole. C'est-à-dire que dans ces stages, les gens ne se connaissent pas la plupart du temps. Et il y a effectivement souvent, pas tout le temps, mais très souvent, à la fin du stage, une ambiance comme ça, collective, d'unité, comme ce que tu es en train de décrire, où les gens ont vraiment la sensation, je pense, d'avoir communiqué très profondément, sans avoir eu besoin de se parler, sans se connaître. Sans se connaître. Il y a une renaissance à l'essentiel partagée. Partagé, oui. Et c'est très très fort, voilà. je trouve. Voilà. Et c'est là où c'est important de dire, il y a un début, il y a une fin, puis après vous faites votre vie. Oui, c'est voilà, ça. parce que sinon, là c'est là où si on veut mettre des trucs dans la présence, on commence à mettre un mode de vie. Moi, je suis en désaccord avec ça. On commence à mettre une morale, on commence à mettre une hiérarchie, celle qu'on a cru voir sur le moment, qui n'était que d'hiérarchie de l'instant. Bien sûr. Voilà. Et qu'en fait, je veux dire, si on prend le souffle ou la présence ou l'esprit, en tous les cas, il souffle où il veut et quand il veut et de la manière dont il veut. Et pour moi, on peut pas mettre de choses de format prérequis. C'est l'intelligence du vivant. Ouais. Cette intelligence du vivant, elle a une forme d'évidence. C'est ça. Et là, on est en dehors des critères moraux, tout ça, etc. Et ça se fait. On ne sait jamais. Il y a une harmonie profonde. Si ça va se passer, si ça se passe, comment ça se passe. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est l'inattendu.
Parfois, moi, j'ai vécu des stages où les ambiances étaient tendues tout de suite. On sent, ça va pas. Et très physiquement, au gré du stage, on sent que ça s'accorde. Oui. Que les gens s'accordent. Oui, mais il est là le chemin. Oui. C'est qu'on ne peut pas passer au travers de la disharmonie. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ça fait tellement du bien qu'on veut y retourner à ce truc-là. Oui. Et voulant y retourner, d'ailleurs, on résiste. Et là, il faut être présent à cette résistance. C'est que, en fait, c'est en ayant eu le courage d'aller dans cette disharmonie. Ouais. En tout cas, que souvent on évite socialement parlant. Hein, d'y adhérer. D'y adhérer, un minimum d'accepter, là où l'on est, que tout d'un coup, quelque chose peut advenir. En n'essayant pas de la résoudre, mais en observant, en étant présente au processus de cette disharmonie, qu'elle a un sens. Ouais. Que même derrière cette disharmonie, il y a déjà une présence. Bien sûr. C'est pour ça que le souffle-voix n'est pas une approche de recherche du bonheur. Ah oui, certainement pas. Voilà. C'est, comme tu le disais, vraiment de la rééducation au vivant. Oui. C'est-à-dire le vivant et tout ce dont, tout ce que traverse le vivant. Oui, quoi que ce soit. Enfin voilà. Parce qu'à vendre ce truc où tout le monde est bien, on peut être des marchands de belles aventures. Enfin, je veux dire, voilà. Non, vous allez venir dans un stage souffle-voix, vous allez en baver. Bien sûr. Et peut-être que l'harmonie n'arrivera pas. Parce que des fois, c'est un processus sur du long terme. C'est pour ça que je dis parfois et sur certains stages. Mais que peut-être, dans cet endroit où l'harmonie n'est pas arrivée, où il y a quelque chose qui reste en suspension, il peut y avoir un début de réconciliation avec cette disharmonie. Ça, c'est tout bête, ouais. Hein, mais les gens qui ont une voix qui est compliquée, souvent perfectionnistes d'ailleurs, tout ça, etc., ils sortent du stage pas avec une voix pour chanter à la Scala. Hein. C'est pas vrai, on va pas vendre des choses comme ça. Hein. Par contre, avec des moments où ils ont pu accepter que ça allait pas chez eux. Ouais. Des moments où, plutôt que de reculpabiliser sur le fait que je fais vraiment des sons discordants, et ben en fait, qu'on m'ait vu vulnérable et qu'on m'ait accepté de ne pas arriver à me dépêtrer avec ma culpabilité. En relation avec soi-même. C'est une mise en relation avec soi-même. C'est ça. Ouais. C'est d'abord la présence à soi, puis après pour le reste, peut-être qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui frappe. Ouais. Mais de toute façon, on n'en est pas là. Donc c'est ni une recherche du bonheur, ni du développement personnel. C'est quelque chose de très simple. Revenir au présent. Revenir à l'essentiel. Oui. Très simple. D'adhésion à ce qui est là, en train de vivre et de se déployer. Oui, d'accepter que le processus, parfois, il est, et même souvent, très laborieux. Bien sûr. C'est notre condition d'être humain. C'est notre condition d'être humain, absolument. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en forme de conclusion ? Non, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Non, je souhaite aussi peut-être rappeler quand même une chose, c'est que on accepte la disharmonie, on accepte les tensions. C'est important de ne pas tomber dans un truc doloriste. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une mise à distance et que je pense que tout chemin qui est trop sérieux et qui ne s'accompagne pas de l'humour ou de légèreté, ça ne va pas être possible. Je te remercie pour cette fin. Et en tous les cas, voilà, parce que si on élabore le souffle-voix avec un côté on va en baver, doloriste, tout ça, etc. Non, des fois dans le côté doloriste, il y a aussi une mise à distance. Il y a aussi, en fait, peut-être simplement une joie qui malgré tout est présente. Voilà, et ça peut passer par l'humour, ça peut passer par le fait de se sentir soutenu, écouté par plein de choses. Mais si c'est un truc trop sérieux, tout ce qui est trop sérieux, à mon avis, il faut le suivre. Il ne faut pas confondre le sérieux et la profondeur. Ce sont deux choses différentes. Oui, tout à fait. Dans le vivant, il y a du pétillement. Oui. C'est cette idée-là, moi, que je retiens. Voilà, mais c'est pareil, la légèreté, l'humour, il faut que ce soit au moment adéquat, sinon c'est pas à sa place. Bien sûr. Il y a des choses qui se respectent aussi. Il y a des douleurs qui sont respectables, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un dosage, quoi. Ouais. Un équilibre. C'est un équilibre entre toujours à remettre en jeu. Et puis et ça, tu sens parce que tu es à l'écoute du présent. Ouais. En fait, voilà.
On va s'arrêter là. Ces 7 épisodes ont été absolument passionnants. Je te remercie beaucoup, Benjamin. Je te remercie beaucoup pour l'échange et les questions, parce que tu connais bien cette pratique. Que j'adore. Tu la mets très bien en œuvre sur le tapis et derrière le clavier. Et je te remercie, c'est très chouette. Merci, j'espère que ça va rencontrer son public, si j'ose dire. Ça l'a déjà rencontré, mais tout le monde est bienvenu. Je te souhaite une très bonne continuation et à très bientôt, j'espère, sur le podcast L'Esprit du Corps. À bientôt, Benjamin. À bientôt.